À 15 minutes, je vous le disais un petit peu plus tôt, je reçois en entrevue ce matin, en studio d'ailleurs, messieurs Éric Tremblay et Richard Gervais, qui sont tous deux cofondateurs d'un nouveau parti politique, le Parti indépendantiste. Messieurs Gervais et Tremblay, bonjour. 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 Parti indépendantiste qui est maintenant reconnu par le directeur général des élections depuis, si mes chiffres sont bons, le 18 octobre 2007. Un parti qui, évidemment, a pour objectif de réaliser l'indépendance du Québec. Messieurs, pourquoi lancer un nouveau parti politique indépendantiste en 2007 alors qu'il existe déjà sur la scène provinciale deux partis politiques indépendantistes? Bon, premièrement, je ne suis pas sûr qu'il existe deux partis politiques indépendantistes sur la scène au Québec. Il faut se rappeler que depuis le référendum de 1995, le Parti québécois semble avoir abandonné la lutte pour l'indépendance du Québec pour se concentrer sur la gestion provinciale du Québec. Alors, la pertinence du Parti indépendantiste, elle est toute là, c'est-à-dire de remettre au centre du débat politique au Québec la question nationale, soit l'accession du Québec à son indépendance. Donc, vous considérez que ni le Parti québécois en ce moment, ni Québec solidaire ne sont des partis qui sont vraiment... Ben, écoutez, ça fait des années qu'on roule au Québec sur l'idée qu'on offre aux Québécois l'indépendance quand il y a des élections. Or, c'est pas vrai. Le Parti québécois écarte depuis au moins Pauline Marois l'idée de faire un référendum, puis c'était le seul moyen qu'il proposait pour faire l'indépendance. Alors, s'il n'y a pas de référendum préparé, le Parti québécois n'offre pas la souveraineté aux électeurs lorsqu'il y a des élections. C'est ça le problème, c'est ça le vide qu'on veut combler. Et qu'enfin les Québécois soient placés comme électeurs lorsqu'ils choisissent les dirigeants de leur pays ou de leur nation, qui choisissent en connaissance de cause, c'est-à-dire pas des gens qui disent « on est souverainiste, mais si vous nous élisez, ça ne sera pas pour faire la souveraineté, ou peut-être que si... » Mais non, il faut jouer franc jeu. C'est ce qu'on veut faire. Et M. Gervais, si je comprends bien, votre parti n'a pas l'intention cependant de tenir un référendum pour accéder à l'indépendance du Québec. Non. La légitimité du projet souverainiste n'est pas obligatoirement attachée à l'idée d'un référendum. Un parti qui se fait élire selon nos règles démocratiques, et on a l'intention de les respecter, est non seulement légitimé de réaliser son programme, mais il a le devoir de le faire. Tu ne peux pas te faire élire en disant « je vais faire telle chose », puis une fois élu, tu réalises le programme des autres. C'est ton programme. Si, en campagne électorale, on est clair, puis on dit « ben voilà, on fait l'indépendance, nous autres. On déclare l'indépendance, on met sur pied une assemblée chargée de proposer au peuple un projet de constitution provisoire définitive, c'est-à-dire on se donne l'Assemblée nationale se donne une constitution provisoire. Si on dit ça en campagne, ben on le réalise une fois élu. On ne dit pas, ben on va attendre, on n'est pas tout à fait légitime. Un parti qui obtient la majorité des sièges à l'Assemblée nationale est 100% légitime, pas à moitié. Alors c'est ça, on a l'intention de jouer pleinement ce jeu électoral et de façon franche et ouverte devant l'électorat. Donc, si je comprends bien, le référendum, il y en aurait peut-être un, même probablement un, mais sur la Constitution. C'est-à-dire qu'il va y avoir, après la phase de constitution provisoire, on va proposer au peuple une constitution permanente. Et puis, bon, il va y avoir des consultations populaires, etc. Ça pourrait être ratifié par référendum. Mais de toute façon, ça ne mettrait pas en jeu, ce référendum, la souveraineté du nouvel État. Donc, et peu importe le résultat d'une élection, si le Parti indépendantiste était élu, il proclamerait l'indépendance du Québec. Tout à fait. Et ça, même si, par exemple, je sais pas, il y avait seulement 38% des électeurs qui se prononçaient pour le parti, et que donc une bonne majorité des électeurs, des citoyens du Québec étaient opposés à l'idée d'indépendance. Mais dès que un parti politique au Québec, selon le régime parlementaire qu'on a et le système électoral qu'on a, prend une majorité de sièges, mais il est pleinement légitime d'appliquer son programme. Puisqu'on va être entre adopter un budget et réaliser la souveraineté d'un pays, il y a une grosse différence, me semble-t-il. Oui, M. Charest, nous, on fait confiance à l'intelligence des Québécois, et nous, on croit fermement qu'une majorité de Québécois qui veut l'indépendance du Québec, là. Malgré toute la propagande médiatique depuis une douzaine d'années, nous sommes convaincus qu'une majorité de Québécois veut que le Québec
soit un pays souverain. C'est pas ce que nous disent les sondages, en tout cas depuis Les sondages disent une chose, mais il ne faut pas oublier que depuis 12 ans, c'est le calme plat, c'est-à-dire que le PQ a abandonné la lutte pour l'indépendance. Ce n'est plus à l'agenda. Alors, nous, le vrai sondage sur lequel on se base, c'est le référendum de 95. Et en 95, 61% des Québécois, de souche française, ont voté oui. Donc, nous, on croit qu'on peut remporter des élections avec une majorité de celles, avec un fort pourcentage d'appui au Parti indépendantiste. Oui, mais il reste que, il y a quand même, jusqu'à preuve du contraire, le Québec fait partie du Canada. Comment le Canada, le gouvernement fédéral, réagirait à un parti qui proclame l'indépendance du Québec alors qu'il ne vient que d'être élu et qui a eu, mettons, 40% des votes? Et ça, c'est le jeu politique. Le combat pour l'indépendance du Québec, c'est un combat purement politique. Alors, évidemment, c'est une question de rapport de force. Le rapport de force s'établit dès qu'on déclare l'indépendance avec une majorité de la population derrière nous. À ce moment-là, il y a des négociations qui vont avoir lieu avec le gouvernement fédéral. Mais ces négociations-là ne porteront pas sur l'accession du Québec à l'indépendance, mais sur la succession d'États. C'est-à-dire, par exemple, transférer Radio-Canada au Québec, les ports, les infrastructures des ports et aéroports deviendraient des infrastructures québécoises. Mais le gouvernement fédéral pourrait tout simplement décider qu'il ne négocie pas avec vous, qu'il ne reconnaît pas le Québec comme un pays, parce qu'il voit que 60%, par exemple, des gens semblent opposés au projet. Oui, mais là, il n'est pas question de négocier de toute façon avec le fédéral sur la question de l'indépendance, oui ou non. On déclare l'indépendance, puis les négociations qu'il y aura, c'est pour la succession d'États. C'est pas pour savoir, c'est pas sur la sécession, c'est sur la succession d'États, c'est-à-dire la passation des choses. Par exemple, on a un système de perception des impôts qui est double aujourd'hui. Une fois déclarée la souveraineté, il faudra en faire rien qu'un. Donc, ça va supposer des arrangements. S'ils ne veulent pas, ils vont être perdants parce qu'on va tout ramasser, c'est tout. Là, c'est vraiment un rapport de force politique. Et est-ce que ça ne poserait pas des problèmes également pour la reconnaissance du Québec comme pays sur la scène internationale? Je vois mal comment les États refuseraient de reconnaître un nouvel État qui a acquis la souveraineté à travers un processus démocratique qui est un des plus éprouvés au monde et reconnu. On propose pas de faire la souveraineté par un putsch, je ne sais trop. On s'avance, visière levée devant la population, on dit voici notre programme. Si on est élu, on le réalise. Le système québécois, et les Québécois sont même fiers de leur système démocratique, parlementaire, électoral, malgré certaines lacunes qu'il peut y avoir, c'est un des plus reconnus au monde. C'est en utilisant, c'est en pratiquant ce système-là, c'est pas en le contournant qu'on veut réaliser l'indépendance. Alors, les États tiers seraient mal vus de dire vous n'avez pas procédé démocratiquement. C'est pas écrit dans le droit international nulle part, contrairement à ce que certains laissent entendre, qu'il faut absolument un référendum pour faire une souveraineté. Surtout quand on sait comment l'État canadien a agi dans les deux grands référendums qu'on a proposés ici, c'est-à-dire en bafouant les règles démocratiques de notre Assemblée nationale et en volant même le référendum de 95. Mais reste que l'existence d'un nouveau parti politique indépendantiste, alors qu'il y en a deux, en tout cas, qui dans leur programme ont ça, disons ça, ça ne vous fait pas peur que ça puisse diviser le vote indépendantiste au Québec et que ça donne une chance à un parti qui ne l'est pas d'avoir encore plus de place? Écoutez, la division du mouvement indépendantiste au Québec est due à l'inaction, je le répète, du PQ depuis 12 ans. Alors, ça s'est répercuté d'ailleurs en 2003 dans les urnes. Si on prend en considération le taux d'abstention en 2003, l'appui réel au Parti québécois était de 23%. En 2007, l'appui réel était de 20%. Donc, plus de la moitié des indépendantistes depuis 2003 ne votent plus pour le PQ. Alors, nous, on fait le pari que si on propose clairement à la population l'indépendance du Québec par la voie électorale, et ces indépendantistes-là vont se reconnaître dans ce projet-là. Ils vont être conséquents avec eux-mêmes, ils vont s'engager dans la construction du parti indépendantiste, ils vont voter pour lui aux élections. Si le PQ était véritablement indépendantiste, Mme Marois aurait proposé qu'on propose aujourd'hui. Elle s'engagerait ouvertement
et de façon très déterminée vers l'indépendance du Québec en le disant. Monsieur, vous faites votre assemblée de fondation, je pense que ça va se tenir le 3 février. C'est bien ça. C'est bien ça, ça se tient où? À Montréal. À Montréal. Est-ce que vous attendez à beaucoup de monde? Est-ce que vous avez déjà des membres qui sont inscrits? Est-ce qu'on a déjà des chiffres? Oui, il y a des membres. On a des centaines de membres là, présentement. Et il y a des gens qui se sont inscrits pour cette assemblée de fondation de lutte, effectivement. Et on attend environ 100-120 personnes. J'imagine qu'à ce moment-là, vous allez nommer un chef, vous allez élire un chef de parti. Est-ce que vous serez tous les deux candidats? Je suis pas. Non, mais il va y avoir effectivement nomination à des postes, président du parti, etc., responsable du programme et compagnie. Ça va se faire à l'Assemblée de fondation. Il va y avoir aussi un logo officiel qui va être adopté. Il va y avoir des statuts qui sont déjà écrits d'ailleurs. On va proposer à cette Assemblée de fondation. Quoi d'autre? Évidemment, des éléments programmatiques. Oui, évidemment, ça prend peut-être plus que ce que vous décrivez. Effectivement, on a on va commencer. De façon que je vous ai proposé donc, et est-ce que vous prévoyez être prêt à des élections qui pourraient survenir aussi vite que 2008? Notre intention, c'est d'être prêt pour l'éventuelle élection générale, évidemment. On travaille très fort sur le terrain. On est déjà présent dans plus de 50 comtés. C'est-à-dire que les responsables du pays dans plus de 50 comtés au Québec. Et les gens travaillent très fort. Il s'agit de trouver 125 passionnés d'indépendance dans le fond. 125 porte-parole déterminés à réaliser l'indépendance au Québec, qui travaillent le terrain, qui aillent voir la population locale, qui convainquent les gens de la nécessité de l'indépendance. Et plus on l'a dit tantôt, on croit sincèrement qu'une majorité de Québécois veut un pays. Donc, 125 passionnés, tout est possible. Monsieur Tremblay Gervais, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci d'être dans ce studio. Merci, c'est vous. Au revoir. Au revoir.